Et tout de suite, sur Radio Sous-Pente, on poursuit l'aventure avec Edgar Degas, dont nous avons regardé les gravures à la Bibliothèque nationale la semaine dernière, qui s'intitulait En noir et blanc. Une exposition magnifique. Moi, même si je ne suis pas convaincu, si vous voulez, parce que je suis dans un moment où toutes ces choses un peu que tout le monde admire follement, ça m'énerve un peu, pour tout dire. J'ai quand même une préférence marquée pour la taille d'épargne par rapport à toutes ces estampes, voilà, dans des techniques autres que la taille d'épargne. Il y a une technique qui s'exprime surtout sur le cuivre. Et c'était en gros, enfin en très très gros même, un concours d'estampes floues. Et ça me déprime particulièrement. Voilà. Mais bon, c'est quand même Edgar Degas, c'est pas n'importe qui. Et je veux pas non plus, j'ai comment qui est rigolo comme moi pourrait le descendre sans s'excuser. Mais voilà. Je n'ai pas été aussi enthousiasmé que ma camarade en regardant ces estampes, peut-être parce que j'ai un commencement de, comment on appelle ça, jouer dans la brume. Alors la brume ajoutée à la brume, c'est pas très sympa. Ouais, alors en fait, c'est bon, Degas noir et blanc. L'idée était de montrer donc le travail de Degas donc sur ses estampes, sur son dessin, sur le fusain et à la fin de sa vie en photographie. Donc tout ça effectivement en noir et blanc, alors qu'on peut quand même avoir en mémoire les pastels de Degas qui eux sont colorés, ses danseuses, enfin voilà. Moi, au départ, on n'imagine pas Degas travaillant sur le noir et blanc, alors qu'il aurait dit à la fin de sa vie qu'il aurait dû toujours travailler en noir et blanc. Donc ça peut être aussi toutes ces problématiques d'artistes qui, à un moment, ont envie de changer d'option. Quoique dans sa peinture, il y a beaucoup de noir quand même. Il y a beaucoup de noir. Je pense que Degas était quelqu'un d'assez sombre, en fait. C'est pas forcément quelqu'un, oui, de très joyeux, quoi. Et la Bibliothèque nationale, justement, la BNF, qui vient de rouvrir, donc c'est le département des estampes et de la photographie, possède une très belle collection. Je pense que c'est la plus belle collection au monde des estampes de Degas. Son fond est très très riche. Donc il y a beaucoup d'épreuves d'essai, avec des états successifs, il y a des monotypes. Il y a aussi également ces carnets de dessin. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, ouais. Justement. Ça commence justement par ces carnets de dessin où là, c'est plus à la plume, c'est à l'encre. Et c'est très enlevé. Il y a des paysages, il y a pas mal de choses comme ça qui croquaient. Donc la bibliothèque a 29 carnets de dessin. Bon, les 29 ne sont pas exposés. Il y a simplement quelques pages d'exposés, mais ça, c'est vraiment intéressant. Et en fait, donc Degas est né en 1833 ou 34, je ne sais plus. Et quand il a 19 ans, il obtient l'autorisation d'aller copier au Louvre. Et donc, il est inscrit comme lecteur aussi au cabinet des estampes de la Bibliothèque impériale. Et c'est là que son intérêt pour l'estampe va se développer et qu'il va découvrir justement tous les maîtres anciens et qu'il va se passionner pour Rembrandt, Delacroix, dont il va copier les gravures. Et on voit d'ailleurs, il y a un des premiers dessins, c'est un autoportrait, je crois, au béret, qui rappelle un peu les autoportraits de Rembrandt. Donc il va faire plusieurs techniques. Degas est quelqu'un qui va être très imaginatif, qui adore les expériences, donc il va travailler l'eau forte, mais il va aussi après travailler sur les états successifs des matrices. Il y a 2-3 justement estampes qui sont l'état numéro 1, après on voit l'état numéro 4, où on voit justement avec l'ancrage différent, quels sont les détails qui ressortent moins, enfin quel est le travail. Et ça, Degas aime beaucoup un peu ce travail. Et donc entre 1875 et 1880, il a une passion dévorante donc pour l'estampe, et il va même imaginer à ce moment-là, même créer une revue qui serait composée de gravures, une revue qui s'appellerait le jour et la nuit. Et ça, c'est à la fin de la 4e exposition impressionniste. On est en mai 1879, et il va se lancer dans ce projet de création d'un périodique où il y aurait des estampes originales.
Et donc, cette revue s'intitulerait Le jour et la nuit, organe de l'impressionniste. Et là, il demanderait une collaboration de graveur Félix Bracquemond, qui a une expertise technique, Camille Pissarro, avec qui il a une grande complicité justement sur le travail de la gravure. Il a son amie américaine Marie Cassatt, qui, elle, débute la gravure, mais on a vu 2-3 œuvres, je crois, de Marie Cassatt qui sont absolument magnifiques. Et voilà, il y a Gustave Caillebotte. On sait que Gustave Caillebotte avait de l'argent, donc il peut aussi financer. Et malheureusement, en fait, cette revue ne verra jamais le jour. Ça, c'est un peu dommage, parce que l'idée était quand même plutôt bonne. Et donc, on va voir dans cette exposition toutes les recherches de Degas en matière de gravure. Donc, comme je disais, sur le travail de la matrice, donc comment il travaille la plaque de cuivre et de zinc, et tous ces jeux d'ancrage qu'il a au moment du tirage. Et donc, il va chercher à justement travailler sur la gamme des gris. De temps en temps, il va rajouter la pointe sèche, le vernis mou, la cointeinte. Et ce qu'il va particulièrement aimer, c'est les monotypes, quoi. Alors, tu peux expliquer un petit peu ce qu'est un monotype? Un monotype, c'est une impression unique. Enfin, on travaille directement sur la plaque et on encre et on imprime. Voilà, il n'y a pas de, comment dirais-je, de retouches, etc., d'états différents. C'est un seul état et c'est plein pot. Voilà. Si vous voulez, on fait des monotypes en peinture aussi, c'est pareil. On travaille une œuvre qu'on a, enfin, en peinture. On peut peindre, si vous voulez, sur papier, sur toile, etc., et reporter ça sur une feuille de papier, et c'est le report sur la feuille de papier qui fait l'œuvre. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est, c'est très spontané en quelque sorte. Voilà. C'est pas un exercice de style, voilà, à celui qui sera le plus beau, le meilleur. Non, non, c'est très brut de décoffrage. C'est pas du tout quelque chose. En gravure, comme l'a brièvement expliqué ma camarade, on a des états, c'est-à-dire qu'on l'encre une première fois, qu'on imprime, qu'on voit ce que ça donne, c'est un premier état, et à partir de ce premier état, on dit, bah là, on va retoucher là, on va assombrir ici, on va éclaircir là, et voilà. Et on peut faire des fois comme ça 10 états avant d'arriver à l'estampe définitive, voilà. Mais le monotype, non, c'est une seule impression. Voilà, lui apparemment, donc il pouvait travailler aussi avec de l'encre, du pinceau, des chiffons. Enfin voilà, il avait pas mal de. Oui, on peut, si vous voulez, la gravure, c'est pas simplement un burin ou un grattoir, hein, ça peut être plein de, comment dirais-je, d'expériences différentes, voilà. Alors c'est peut-être ça qui m'a un peu dérouté parce que bon. Déjà, j'y allais avec une espèce de réticence, mais bon, c'est peut-être ridicule mon histoire, hein, parce que bon, la recherche c'est quand même en art plastique, graphique, etc. Mais en musique c'est la même chose, en littérature c'est aussi pareil. C'est des expériences. Hein. Il y en a qui sont concluantes et d'autres non. Puis après, tout dépend comment on reçoit. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la taille d'épargne. Là, Degas n'en a pas fait. Enfin, je pense pas je me rappelle pas avoir vu des tailles d'épargne qui sont beaucoup plus brutales. Mais bon, quand il y a quand même aussi toutes ces femmes, alors toutes ces séries de femmes qui se lavent dans des tubes, qui s'essuient, qui sont à la toilette. Il y a des paysages un peu champêtres. Il y a ces autoportraits. Enfin, moi, c'est vrai que je me suis vraiment laissée emporté par toutes ces gravures. J'ai trouvé que c'était... voilà, effectivement, il y a un flouté, je suis d'accord, mais... Non, mais c'est bien. Si tu veux, on a deux sensibilités très, très différentes, je crois, à ce propos, et voilà, la tienne est beaucoup plus probablement recevable que la mienne. Et donc, il a fait aussi un peu de lithographie. Oui, la litho, oui. Là, c'est peut-être plus... Voilà, c'est plus affirmé que le reste, quoi. Donc, c'est plus recevable pour moi. Voilà. Et à la fin de sa vie, en fait, Edgar Degas a eu des problèmes d'yeux, il avait plus de mal à voir, donc en fait il a arrêté de travailler sur ses estampes, de faire de la gravure, et il s'est tourné vers la photographie dans les années 1895.
Bon, moi, je suis moins là. Son travail sur la photo m'a pas passionné. Il a fait des essais avec des doubles impressions qu'il a eu par hasard. D'ailleurs, c'est souvent comme ça. C'est quand on fait des erreurs de manip, on s'aperçoit qu'on fait une surimpression. Et bon, là, il y a quelques photos, mais c'est pas ça qui m'a le plus intéressé dans cette exposition. Il y a aussi tout un petit film qui explique justement tout ce travail de gravure. Oui, alors là, c'est vraiment à regarder. Moi-même, j'étais un petit peu stupéfait, parce que c'est une toute petite plaque de cuivre, un paysage, et le temps que passe le graveur, le technicien qui va imprimer, etc., après avoir gravé la plaque, le temps qu'il va passer par plusieurs états, justement, d'une première impression qui est vraiment sombre, on voit presque rien, et il va arriver à éclaircir tout ça, à faire ressortir des détails et tout, pour qu'une impression définitive qui n'ait rien à voir avec le premier état, quoi. Et c'est un boulot considérable. Moi, je trouvais que c'était un petit peu exagéré pour une si petite estampe de passer un temps aussi considérable, voilà. Parce que vraiment, il faut avoir une patience extraordinaire, il faut être méticuleux, il ne faut pas mettre de l'encre partout, etc., etc. Moi, ça me dépasse complètement. Et en plus, donc, dans cette exposition, Degas donc étant passionné aussi d'estampes, il avait sa propre collection, et on voit aussi son travail avec Marie Cassatt et Pissarro, donc il y a quelques œuvres aussi de ces deux artistes-là, et lui, il y a une dizaine d'estampes qui font partie de sa collection, quoi. Lui, il était tellement soucieux du sort de son œuvre qui était restée dans son atelier qu'il avait envisagé dans les années 1890 la création d'un atelier, quoi, et d'un musée, pardon. Et donc il avait réuni cette collection où il avait des peintures, des dessins, et donc cette place importante pour les estampes. Et en fait, à sa mort, il y a plus de 3800 œuvres qui ont été dispersées en vente publique. Et voilà. C'est un peu triste là, ces dispersions, parce que après, pour réunir, pour pouvoir comprendre le cheminement d'un artiste, son œuvre, etc., quand tu as 3800 pièces qui se baladent dans la nature, bon, voilà, c'est un boulot qui est difficilement réalisable, quoi. Ouais. Donc voilà, moi c'est quand même une exposition que je conseillerais. En plus, ça permet de retourner dans cette BNF qui vient de réouvrir. Bon, par contre, j'ai pas du tout reconnu les locaux, c'était beaucoup plus moderne. Donc il y a cette grande salle de lecture, on pouvait voir qu'il y avait toujours avec ses grands bureaux et ses belles lampes vertes. Ces boiseries. Voilà, ces boiseries. Il y a un petit jardin devant, on sent qu'il est encore un peu neuf, donc ça a besoin que la végétation s'étoffe pour que ce soit un peu plus beau, mais voilà, c'est un lieu qui a réouvert et qui mérite quand même qu'on y passe, quoi. Ah oui, tout à fait, puis le faire vivre surtout, voilà, parce que c'est un lieu qu'on doit faire vivre, c'est un lieu qu'on doit visiter, où on doit aller voir les expositions, parce que bon, c'est quand même, comment dirais-je, c'est plus paisible, c'est plus intime que la BNF Mitterrand, ça n'a rien à voir évidemment. Là c'est au cœur de Paris, l'autre c'est sur les quais, c'est venté quand il y a du vent, c'est glacial l'hiver, c'est brûlant l'été, bref, c'est surdimensionné, c'est pas du tout humain, quoi, voilà. Voilà, bah, c'est tout, on a fait un peu le tour, après c'est à chacun d'y aller et de voir ce que ça peut lui apporter. Non, bien sûr, il faut plus écouter ma camarade que mes blabla, parce que je suis pas tout à fait crédible dans ce que je raconte, puisque moi j'ai une passion pour la taille d'épargne, pour sa simplicité, c'est noir affirmé. Il n'y a pas la taille d'épargne, c'est noir-blanc. Il n'y a pas de, enfin on peut mettre de la couleur évidemment, mais moi je préfère le noir et le blanc tout simple de la taille d'épargne avec ses aplats noirs, etc. Oui, pour moi c'est vraiment quelque chose, parce que ça se rapproche plus, si vous voulez, la taille d'épargne dans ces estampes, ça se rapproche plus de l'impression, pas vraiment de la gravure, mais de l'impression des estampes du sud-est asiatique. Voilà, il y a ce noir prédominant dedans, voilà, et c'est très large, ces choses, ces fusions qui me passionnent et me bouleversent, quoi.
faux semblant de but en blanc, trop souvent blanc ou noir. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour sortir de ma tour d'ivoire. Si vous passez sans me voir, la peine vaudrait bien le prix de ce dernier détour. Lancé dans la nuit et tombant dans l'oreille d'un sourd. Si à votre cou je peux me pendre haut et court, nous laisserons en blanc les sujets un peu trop brûlants qui pourraient me glacer le sang, vous faire partir en courant. Seul point noir, si vous n'aimez pas les regards qui vous transpercent de part en part, vais-je passer sans vous voir? La peine vaudrait bien le prix de ce dernier amour. Je paierai comptant les cris, les appels au secours, lancés dans la nuit et tombant dans l'oreille d'un sourd. Si à mon cou vous veniez vous pendre haut et court, viendrez-vous? Sachez que tout ne tient qu'à vous. Viendrez-vous? La peine vaudrait bien le prix, je ne ferai pas demi-tour. Garderai pour moi les cris, les appels au secours. Viendrez-vous? Sachez que tout ne tient qu'à vous. Noir sur blanc, Françoise Hardy. Et nous poursuivons tranquillement avec une exposition à la Fondation Taylor, Grabados d'hier et d'aujourd'hui, et bien sûr avec nos camarades Alice Amoroso et Raoul Villula, parce qu'on les aime bien, et puis parce que c'est des bons, et puis voilà, on ne peut pas parler de tout le monde non plus. Ouais. Moi, il y avait plein d'artistes. Ouais. Mais bon. Je vais rapidement parler des artistes exposés. C'est un Grabados d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'est l'association Pointé-Burin 2023 qui expose donc dans ce lieu de la Fondation Taylor. Et donc c'est sur le thème, c'est Espagne et Amérique latine. Et il y a un hommage en fait à Francisco Goya, qu'on connaît bien, Pablo Fleischmann qui est argentin, qui est né en 70, donc quelqu'un qui est contemporain. Après, il y a 31 graveurs qui sont invités, donc c'est une très belle exposition. Il y a, effectivement, ce sont des gens qui travaillent depuis longtemps, qui font une recherche. Donc au sous-sol, il y a l'exposition sur Goya. Et donc on connaît un petit peu le travail de Goya, on l'a vu plusieurs fois. Donc c'est vrai qu'il y a une partie de ses caprices qui sont exposés, il y a une partie des désastres de la guerre, il y a une gravure sur la tauromachie et sur les disparates. Donc il y a cette gravure qu'on connaît bien qui est ces cauchemars là quand il est en train de dormir avec tous ces animaux autour, qu'on peut expliquer de différentes manières avec l'artiste et ses peurs, avec ces animaux qui voient la nuit, avec ce lynx qui regarde. Il y a tout, donc il y a plusieurs caprices qui sont exposés. Hein. Il y a
il y a le caprice de la Rollona. Donc moi j'aime bien quand c'est des thèmes qui sont avec un dessin justement qui est toujours un petit peu fantastique, parce qu'on sait que Goya quand même a critiqué quand même la société de l'époque, hein. Ces scènes d'inquisition, enfin il critique il a des images fantasmagoriques, enfin il y a quand même une critique dans tout son travail. Après il y a tout son travail sur les désastres de la guerre. Et dans les disparates, c'est pareil, ça reste un petit peu fantastique aussi. Donc il y a celle que je te montrais tout à l'heure avec la reine du cirque, cette femme qui est sur ce fil avec son cheval là. Oui. C'est d'ailleurs étonnant qu'il n'ait pas été passé à la moulinette par l'Inquisition. Hein. C'est un mystère mystérieux. Ça. Exactement. Et donc à côté de Francisco Goya, il y a Pablo Fleischmann qui est un invité d'honneur, donc lui c'est contemporain. Et toi il y a une gravure que tu me disais que tu avais bien aimée, c'est celle qui est sur la couverture, où c'est un petit peu la réplique de Goya, qui a la tête un peu mélancolique avec ses chouettes. Lui il est sur un pamplemousse quoi. Ouais. Non, je sais pas pourquoi, parce que bon, de voir un crâne chauve avec des bouclettes autour et reposant sur un pamplemousse, mais je sais pas, il y a quelque chose de très très humain dans cette gravure, dans ce dessin en tout cas. Alors il y a un artiste que j'ai découvert que j'ai beaucoup aimé, c'est Louis Joux, et donc qui a travaillé qui a fait une taille d'épargne, qui sont les Beaux de Provence. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment. Ah oui. Ouais, c'est déjà une image sur le Rocher des Beaux. Déjà quand on est allé là-bas, on est tout de suite en familiarité avec. Et puis deux autres images. Et voilà, et il y avait l'Avarice qui fait vraiment penser à un travail de Daumier avec ces deux personnages, ouais. Et l'Exode. Et donc effectivement, tout de suite, quand j'ai vu ces gravures, je dis Louis Joux. Alors Louis Joux, c'est 1880-1968, et effectivement, lui, il est né près de Barcelone. Et donc, il a travaillé comme apprenti à l'imprimerie Torquato Tasso. Donc, il a été rapidement en contact avec des manuscrits, des incunyables, des reliures, des calligraphies. Voilà, après, il s'est installé au 13 rue du Vieux-Colombier à Paris. Et là, il a travaillé sans relâche jusqu'en 1939 à la fabrication de ses livres. Et il a réalisé 800 bois gravés. Et il a fait des Don Quichotte. 800 bois. Et ça serait intéressant de voir son travail sur le Don Quichotte. C'est ça petit, hein. Voilà. Bon, là, il n'y avait pas assez Don Quichotte, mais tout de suite, quand j'ai vu son travail, c'est intéressant, parce que quand il y a plein d'œuvres comme ça, il y a forcément des œuvres qui nous interpellent directement, quoi. D'autres, on passe à côté. Bon, moi, quand c'est trop moderne, effectivement, c'est pas forcément ce qui va me plaire tout de suite. Et puis, il y a aussi deux œuvres de souscription. Donc, justement, il y a une gravure un bois gravé de Raoul Viloulas qui est dans le travail de souscription, qui s'appelle Le Chant des Oiseaux, qui fait 24 sur 30, et c'est plusieurs couleurs. D'ailleurs, après, il y a ces plaques de bois qui sont explosées. Et c'est toujours intéressant de voir comment on travaille la couleur sur chaque plaque, quoi, parce que ça reste, quand on ne connaît pas la gravure, je trouve que c'est toujours un peu mystérieux comment ça se passe techniquement, quoi. C'est une question de repérage. Voilà. Et on retenait bien le travail de Raoul. Et il y a une femme, là c'est une femme dans le coin à gauche qui joue de l'accordéon, je la trouve absolument magnifique, avec un oiseau autour, après un visage d'homme et de corps d'animal. Enfin vraiment c'est quelque chose, une gravure que je trouve très très belle. Et à côté c'est donc une œuvre de Pablo Fleischmann qui s'appelle Le Double. Lui a beaucoup plus travaillé sur des scènes d'intérieur, du verre, des tables, enfin voilà, c'est beaucoup plus... on va dire sobre ou calme par rapport au travail de Raoul, qui a une autre gravure aussi d'exposer dans cette... Il y a une artiste que j'ai bien aimée aussi qui s'appelle Corinne Lepêtre, elle là qui fait une halle au blé, c'est de l'aquatinte sur zinc, et qui en présente deux. Chaque artiste pouvait présenter deux œuvres. Et en fait, cette halle au blé, pour moi, c'est la vue qu'on a de Paris depuis les escaliers de Beaubourg, quand on est au 5e de Beaubourg. Donc cette halle au blé, je pense que c'est actuellement cette bourse du commerce. Et là, on voit le Paris moderne avec les tours de la Défense et tous ces toits de zinc de Paris, quoi. Donc ça, ça m'a énormément plu. Et il y a toujours donc le travail d'Alice Amoroso, qui a deux œuvres. Donc une qui a eu le prix Charbonnel, et alors une gravure qui s'appelle
Aboubakar Soumaoro, mise en scène d'un miracle, où avec à l'aide de 13 plaques gravées, elle va représenter en fait un polyptyque d'Aboubacar comme une réinterprétation contemporaine d'un polyptyque hagiographique qui est le thème de son mémoire. Alors, qui est Aboubakar Soumaoro? Il est né dans une famille pauvre et nombreuse de Côte d'Ivoire en 1980 et il émigre clandestinement en Italie où après plusieurs années de misère, il parvient à obtenir des papiers. Il prend la nationalité italienne et il va décrocher en 2010 un master de sociologie qui porte sur l'analyse sociale du marché du travail, la condition des travailleurs migrants sur le marché italien, persistance et changement, et qui devient ainsi une figure syndicaliste influente qui est engagée dans des organisations de travailleurs agricoles sans papier qui luttent contre l'exploitation comme les nouvelles formes d'esclavage et qui va d'ailleurs publier un livre à ce sujet en 2019. Il fonde en 2020 la Lega Braccianti, c'est-à-dire la Ligue des brassiers. Ce sont ces gens qui travaillent de leurs bras à la journée. Et donc, il se définit comme le porte-parole des damnés de la Révolution et des invisibles, et il se dit vouloir porter leur voix au Parlement. Et en 2022, il est élu député au sein du groupe Une Alliance de Verts et de la Gauche et devient ainsi le deuxième parlementaire noir italien, donc au moment où cette Italie voit la montée de l'extrême droite au pouvoir, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est donc à travers ces 13 plaques gravées qu'Alice raconte la vie David Aboubakar. Donc il y a des colonnes latérales qui vont parler de son enfance, quand il était en Côte d'Ivoire, qu'il était petit, qu'il se passionnait pour l'Italie. On le voit qu'il mange des pizzas, on le voit après dans des logements pauvres, et comme il va être un ouvrier agricole qui prend son vélo, qui va travailler dans une station-service, et on le voit arriver à la fin au Parlement donc avec ses bottes d'ouvrier agricole, et lui il y a une figure centrale, donc c'est Aboubakar sur un fond doré qui est en costume avec ses bottes d'ouvrier agricole. Donc voilà le travail d'Alice sur Aboubakar, et ce qui est intéressant c'est que il y a à la fin de son travail, en fait, un mois après son élection, il a été mis dans une affaire de fraude fiscale et il a été inculpé de mauvais traitements vers des migrants à travers des coopératives. Et ces coopératives étaient administrées par sa femme et sa belle-mère. Donc lui ne serait pas impliqué directement, mais comme il a des liens de parenté étroits avec ses accusés, voilà, ça joue en sa défaveur. Et donc Alice, dans sa dernière, pour son mémoire, en fait, a fait une dernière partie où elle parle justement de ce qui s'est passé, et donc elle va faire des volets pour illustrer l'ambiguïté de son hagiographie. Donc elle va rajouter sur une couverture une gravure d'Aboubacar et de sa femme avec des médaillons qui vont raconter justement ce qui implique leur personnalité. Donc c'est vraiment un très très beau travail. Le tout peut être représenté un peu comme une forme de maison, une forme d'église. Et voilà. Et la deuxième gravure d'Alice, c'est le déluge des moissons. Et là, effectivement, c'est à travers plusieurs plaques où on voit ce thème du déluge qui est repris de manière contemporaine avec les déluges qu'on peut voir en Asie du Sud-Est, mais qui touchent effectivement maintenant pratiquement le monde entier. Tous ces réfugiés qui quittent leur maison en prenant sur des petites embarcations, souvent même un animal de compagnie. Et là, on peut retrouver une forme qui représente autant la maison que le bateau qui permet de fuir.
Donc c'était Avanti Populo, Bandiera Rossa. Et en dernière partie, juste un mot sur Raphaël Drouhard, qui est donc exposé à la Fondation Taylor au 5e étage. Donc Raphaël Drouhard, c'est un peintre, graveur, illustrateur français qui est né en 1884, qui est mort en avril 1972 à la Maison des Artistes de Nogent-sur-Marne. Oh, le pauvre. Voilà, donc lui il a étudié la peinture dans l'atelier de Fernand Cormon, il a fréquenté les Nabis, Maurice Denis, il a travaillé aussi avec l'Académie Rançon, et donc là est exposé son travail de gravure principalement, et il a travaillé, lui s'est spécialisé dans le noir de fumée et le bois gravé. Donc c'est principalement ce sont ces œuvres-là qui sont exposées donc au 5e étage, il y a une salle, et donc c'est l'occasion de rencontrer son travail. Il peut y avoir des œuvres qui sont un peu mythologiques, qui sont dans de la musique profane, avec des scènes un peu champêtres. Il y a quelques bois gravés, et là, curieusement, ces bois gravés, je les ai pas tellement aimés. Je les trouve un peu durs, j'aime pas trop. Il y a une essence d'Aphrodite, et je trouve que Aphrodite est trop presque masculine. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a gênée dans ces bois gravés, alors que moi, c'est pareil, en général, j'adore les bois gravés. Là, j'ai préféré vraiment tout ce qu'il a fait avec le noir de fumée, quoi. Oui, mais peut-être que t'aimes pas, si tu veux, sa ligne, etc. Mais il a quand même une technique quand même assez éblouissante, quoi. Parce que, même si le résultat ne t'émeut pas ou ne touche pas ta sensibilité, je veux dire que moi, je suis assez bluffé par sa technique. Ah oui, complètement. Alors lui, c'est pareil, comme Degas, je pense que tous les artistes sont passés par là. Finalement, il y a aussi toute une série de femmes à la toilette. Ouais. Voilà, ça c'est presque... C'est longiligne, c'est pas... Il n'y a pas quelque chose qui vient adoucir tout ça. Oui, c'est assez... c'est pas Buffet, mais bon, ça pourrait y ressembler un peu en étant encore plus rond que Buffet, mais c'est ce genre d'artiste qui est pur, il reste que l'essentiel, quoi. Et parfois ça manque un petit peu, comment dire, on va pas dire d'humanité parce que c'est un peu con, quand même ça manque un petit peu de rondeur. Ouais, si, un bois gravé de Les Trois Danseuses, là, 1927, ça j'aime beaucoup, parce qu'il y a peut-être ce mouvement, ces vêtements, ces lignes. Et donc avec ce contraste, ça je trouve ça bien. Et il y a un petit paysage en noir de fumée qui est très bucolique, avec un faune, j'ai l'impression, qui joue de la flûte, ces femmes qui dansent et puis après un couple qui est assis sous un arbre avec un C'est rare que les couples ne soient pas assis sous un arbre. Et voilà, donc à découvrir, c'est pareil, Raphaël Drouhard, quoi. Oui. Qui a vécu avec Kaou qui était sa muse, et qui ils ont vécu ensemble toute leur vie, et ils ont emménagé après à cette Maison des Artistes à Nogent-sur-Marne. Oui. Ah, tous les deux, le couple. Oui. Oui, bah c'est à côté d'ici, c'est magnifique. Remarquez, c'est une demeure du 18e avec un parc de 10 hectares, ils sont pas malheureux. Ce jour-là, au bois de Chaville, il y avait du muguet. Si ma mémoire est docile, c'était au mois de mai. Au mois de mai, dit le proverbe, fais ce qu'il te plaît. On s'est allongé sur l'herbe et c'est ce qu'on a fait. Comme nous étions sous les branches, bien dissimulés, samedi soir et France dimanche n'en ont pas parlé. Le lendemain de cette aventure, nous avons acheté un traité de puériculture et de quoi tricoter. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. Quand je songe aux conséquences de ce jour charmant, je me sens rempli d'avance d'un très grand tourment. Car par ma faute il va naître un pauvre ingénu qui va forcément connaître tout ce que j'ai connu. Le pion, l'adjudant de semaine, le meilleur ami, autant de choses inhumaines, plus qu'il n'est permis. Et des tas de choses inutiles, comme les traités de paix, les savants, les sergents de ville,
chef du budget. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. On t'apprendra le code civique et la probité. Si tu les mets en pratique, tu seras exploité. Par contre, si tu t'en balances, tu seras respecté. Et selon toute évidence, tu seras député. Pour te faire connaissance de la liberté, tu seras dès ta naissance finement ligoté. Tu pourras souiller ton lange afin de protester. C'est tout de même toi, petit ange, qui sera embêté. Tout ça parce qu'au bois de Chaville, il y avait du muguet. On t'enverra faire la guerre dans les fantassins, pour que ceux de la dernière soient pas morts pour rien. C'est ce qu'on a dit à mon père et c'est ce qu'on m'a dit. Ça revient de façon régulière, tout comme les radis. Voilà, mon cher petit homme, tout ce qui t'attend, parce que j'ai croqué la pomme un jour de printemps. C'est peut-être une folie, mais si tu voyais comme ta maman est jolie, tu me pardonnerais d'avoir été à Chaville cueillir du muguet. C'était le bois de Chaville, Pierre Détail. Et tout de suite, on va passer, si vous le voulez bien, hein, aux expos. Alors, nous avons non-lieu à la fondation du Buffet jusqu'au 16 juillet. Germaine Richier jusqu'au 11 juin. Alors là, Germaine Richier, c'est à Pompidou. Jeanne Manivelle jusqu'au 1er juillet, c'est à la Bibliothèque Fornay, voilà, dans le 4e arrondissement. Pas loin de la rue comment déjà? Moi, c'est au bout de la rue du Figuier. Du Figuier, voilà. Les pastels de Millet et Redon jusqu'au 2 juillet, là, c'est à Orsay. Manette de Gaz jusqu'au 23 juillet, toujours à Orsay. La grande Sarah Bernard au Petit Palais jusqu'au 27 août, mais c'est pas du tout son théâtre et toutes ces choses-là. C'est sa sculpture, sa peinture, son écriture. Magnifique. Nicolas Ekman à Gravelines, 12 jusqu'au 12 novembre. On va peut-être y aller avec ma camarade de combat, un petit hôtel sur la mer et tout ça. Enfin bon, ça c'est dans le rêve. Hein. Peut-être que on aura vu sur les poubelles de l'hôtel, mais bon. Et toujours à la Galerie Kaléidoscope, Antonio Rescalcati. Anna Eva Bergman jusqu'au 16 juillet au MAM, où nous allons demain. Edgar Degas en noir et blanc à la BNF, dont on vient de vous parler. Je vous conseille de courir à la BNF, de retrouver cette chère BNF et de délaisser définitivement la BNF Mitterrand. Voilà, c'est jusqu'au 3 septembre à la BNF Richelieu. Surréalisme au féminin au musée de Montmartre jusqu'au 10 septembre. Alors, ma camarade dit que c'est pas terrible, mais pour aller à Montmartre, moi je suis toujours pas. Ouais, mais peut-être on ira. Ouais. Oui, peut-être on ira y faire un tour quand même. Et Suzanne Valadon, alors là c'est à Pompidou-Metz, et on va peut-être, ça fait 2 déplacements en province, ça quand même, mais, non, mais il est bon. À Metz, ça dure jusqu'au 11 septembre. Voilà, Suzanne Valadon, je pense que c'est une très bonne exposition. Non mais Dominique, t'es pas crédible. Et Metz, c'est 1h30 de train. Suffit que ce soit des nanas, c'est formidable. Non, mais j'aime beaucoup le parcours de cette femme qui a quand même réussi à se dépatouiller avec son fils, qui était quand même toujours un peu borderline, qui a réussi, qui est arrivé du Limousin avec sa maman, qui était modèle, qui a appris toute seule, voilà, c'est quand même une femme forte, et son travail traduit justement cette force aussi. Quand même. Ah oui, ça, son travail, on dirait que c'est un mec qui a fait son boulot. Non, elle est costaud. Et voilà.
Et alors, puis en plus, elle était à Toulouse-Lautrec, qui se poivrait, mais alors comme des bêtes. Heureusement qu'elle l'a quitté. Puis qu'il lui a pas refilé la chute de colon, je sais plus, enfin bref, une maladie vénérienne. Sauvagine, ma camarade a lu Sauvagine de Gabrielle Filto. Gabrielle, c'est une femme. Gabrielle Filto-Shiba, c'est une autrice que j'ai découverte sur un podcast de France Culture. En fait, c'est une Canadienne qui a tout lâché à un moment donné dans sa vie, qui a été vivre 3 ans dans une cabane au plein cœur de la forêt, et qui depuis a écrit 3 romans. Son premier roman s'appelle Encabané, je ne l'ai pas lu, mais là, à la lecture de Sauvagine, j'ai très envie d'aller lire son premier roman. Sauvagine est son 2e ouvrage, donc c'est l'histoire de Raphaël qui est garde forestière, qui vit seule avec une chienne qui s'appelle Coyote, qu'elle a adoptée. Elle était dans un chenil, elle a pris un chien qui était mi-ch'ti, mi-coyote, justement le chien dont personne n'allait vouloir, et donc qui vit comme garde forestière au cœur de la forêt du Kamourashka à l'est du Québec, et qui côtoie régulièrement des ours, des coyotes, des lynx, et en fait qui se retrouve à traquer des braconniers, et elle va se faire harceler par un braconnier. En fait, ils ne sont que 3 à couvrir un espace immense pour traquer les braconniers, jusqu'au jour où elle va être personnellement visée et agressée. Et voilà, le livre raconte ce qui va se passer après. Il me reste 50 pages à lire, on va voir. Oui, alors... J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de termes québécois, justement. Donc il y a un glossaire à la fin où on peut aller trouver la signification. En fait, on comprend très bien l'histoire sans aller chercher les mots qu'on ne connaît pas. Ouais. Et moi, j'ai vu hier sur la 5, là, hier après-midi, en fin d'après-midi surtout, il y a une émission assez intéressante, et où ils ont parlé, si vous voulez, des enfants guyanais enlevés de force à leur famille par les cathos, par les curtons, les bonnes sœurs, avec l'aide de la République. Ça se passait en Guyane. Ça a été fermé dans les années 90. Voilà, enfin, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été enlevés à leur famille. Et il y en avait un qui disait que son père était pêcheur. Et il disait, mon papa n'a pas pu me transmettre son savoir. Voilà. Si vous voulez, en même temps, ça déculturait ces enfants indiens, puisque leurs parents ne pouvaient pas leur transmettre le savoir de leurs ancêtres, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà. Et en parallèle, ils ont aussi évoqué, évidemment, les mêmes choses qui se sont produites au Canada, mais alors là, à une échelle extraordinaire, avec des charniers aussi dans les instituts religieux, etc., etc. Nous, on avait vu aussi, c'était en Angleterre, c'était pas mieux. Et en France, n'oublions pas non plus, ces jeunes enfants de la Réunion, qu'on a enlevés aussi à leur famille à la Réunion, et qu'on a collés chez les pecnos du centre de la France, voilà, où on les a, parce qu'il y avait la région de la Creuse et tout ça, c'était désertique. Et pour repeupler un peu tout ça, on leur a refilé des enfants de la Réunion. Voilà. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que quand on entend ça, on pense être au 19e siècle. Non, la Réunion, c'était en 1980. Oui, mais c'était très récent. C'est ce dont je te parle aussi. Ah ouais, c'est ça qui est hallucinant. Tu vois, et voilà. Mais alors, c'est le pire, je crois que c'est le Canada. Là, avec c'est 150 000 enfants. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Enlever de force à leurs parents, etc., avec évidemment, avec les abus sexuels, et d'ailleurs, même en Guyane, il y a eu un témoignage où des femmes assez âgées qui ont été dans ces instituts confiaient à un enquêteur, quelqu'un qui s'occupe de ces choses-là, que oui, il y avait des jeunes filles qui étaient violées par les prêtres. Ouais. Mais il y avait un documentaire sur Arte là, sur les peuples autochtones au Canada, c'était insupportable. Ah non, c'est effrayant. Ça donnait la nausée. Ouais, on avait cru toucher le fond avec cette histoire qu'on avait su sur l'Angleterre, tu te souviens? Voilà, mais non, ça c'était pas le fond c'est le Canada. Et d'ailleurs, cette autrice, alors Gabrielle Filto-Shiba, elle, je n'ai pas encore fouillé complètement dans sa bio, mais en tout cas, cette Raphaël, donc qui est quand même un petit peu une image d'elle, a toujours l'image de sa grand-mère ou sa grand-mère qui a les yeux bridés, une grande natte noire, et elle-même a une grande natte noire. Donc il y a aussi ce rappel des peuples autochtones du Québec. Ouais. Voilà, le mal
que l'Église missionnaire a pu faire dans ces pays, ou même en Europe, hein, parce que je vous dis, en Angleterre, en France, etc., c'était pas des curés, mais en Guyane, oui, c'était des curés, c'était, voilà. C'était là, c'est un département français. Bon, bref, voilà. Si vous pouvez le voir en replay, ça pourrait vous intéresser, pour ceux qui aiment, enfin qui aiment, non, on ne peut pas aimer ça, mais qui sont intéressés par ces problèmes quasiment de rapt d'enfants, etc., par l'Église, aidée par la République française. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station de Rapin 100 fois sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet, arrachal.fr. Et on salue nos potes, Claude et André de La Nation, Claude et William de Brest, nous on a vraiment des attaches avec Brest, qui est pas loin d'ailleurs de Porspoder, où j'espère pouvoir aller un jour. Porspoder qui était le spot de Raymond Imbert, un peintre qu'on adore, dont on adorait aussi la compagne. Voilà, à la Duse, où on allait, parfois déjeuner sous son grand tilleul devant sa maison. On l'embrasse. Jean-Paul Souvraz, un grand peintre de Coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque. On adore, salut Jean-Paul. Et puis un humain, voilà, Claudine, une pote à ma camarade Claudine, qui est... Ah non, c'est pas elle qui a peint Paul, non, c'est pas elle. Claudine qui nous donne parfois des coups de main, enfin, elle donne des coups de main surtout à ma camarade Piquécou, qui est sa copine, pour des expos, des choses comme ça. Corinne, une tapissière de génie. Frédéric et Popeye, deux potes à elle, qui sont aussi qui touchotent dans l'art. Juliette Planck, une grande graveuse en relégation Rochefort-sur-Mer, voilà, qui aussi organise des cours dans son atelier. Vous pouvez voir ça sur notre blog, hein, il y a tout qui est écrit, et qui anime une émission sur Radio Bigaille, voilà. On l'aime beaucoup. Alors bon, mais alors, pourquoi elle est partie, hein? Bon, enfin, c'est triste quand même. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne. Et il taille de plus en plus. Agnès Dubart, une graveuse aussi, qui est en relégation, elle est en Bretagne Sud, qu'on aime beaucoup. Enfin, on les aime tous, c'est pour ça qu'on les cite un peu de tout. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, je vous rappelle que Bruxelles, c'est en Belgique, c'est le cerveau de la France, hein, la Belgique. Voilà. Alice Amoroso, dont on vous a parlé là au cours de l'émission, une graveuse extraordinaire. Enfin, le personnage, l'être humain, Alice Amoroso, est pas mal aussi. Hein. Sa gravure est magnifique, mais le personnage aussi. Comme rôle, Wiloula, un pote à elle, voilà, ils sont tous les deux, hein, elle avec le prix Charbonnel et lui. Il avait eu le prix Gravix. Oui, le prix Gravix, c'est des bons. Hein. Marie-Christine Béguet, on est en fin de ses nouvelles, elle est vivante, Marie-Christine Béguet. Mais alors bon, elle s'est tamponnée en bagnole avec un mec, donc elle a une jambe folle. Elle est en train de casser la maison qu'elle vient d'acheter pour tout refaire, quoi. C'est habituel avec Marie-Christine. Et il faut qu'elle aménage son atelier parce qu'elle ne peut pas se passer de travailler. C'est une graveuse aussi, hein, une bonne. Elle fait dans la ligne, par contre. Voilà, c'est une abstraite. Enfin, l'abstraite, oui. Enfin, je veux dire que ça ne fait pas du figuratif, quoi. Colette, Colette Audon. Ah oui, Colette Audon, qui est la veuve de Audon, un artiste plasticien magnifique et qui se bat pour la mémoire de son compagnon, comme Jacqueline, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous offrait un déjeuner sous son tilleul, qui est la femme de Raymond Imbert, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec à Postpoder, où il allait se spotter pour peindre la mer. Et je vous assure, j'ai 2 catalogues de son œuvre, et c'est vraiment extraordinaire. Il était quand même Grand Prix de Rome à 20 et quelques années, à 24 ans, je crois. Voilà, il y a du temps où c'était, comment il s'appelle,
le directeur de l'Académie Médicis. Balthus. Balthus, le temps où c'était Balthus le Dirlo. Liliane et Laurence. Ah non, ben non, Colline Jacqueline, oui. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar qui signent Claude Isner. Il ne reste plus maintenant que Laurence, puisque Liliane a fait son bye-bye à la Terre pour se retrouver on ne sait pas où, enfin bon. Et donc Laurence est toute seule pour écrire et elle vient de publier. Voilà, La mort du Minotaure. Dans quelle édition? C'est aux éditions 10-18. C'est la dernière aventure de Jérémy Nelson. On est en 1926. Voilà. Pour les amoureux de Paris, hein, c'est génial. Ah ouais. Voilà. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, avec son petit bistrot dans son immeuble. J'espère qu'elle a toujours sa place qui est réservée. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants qui militent. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas de leurs nouvelles, mais enfin, on en parle quand même. On n'est pas aux chiens. Cécile, tu la sens la 5e puissance. Oui, Cécile, on la sent à long terme, elle aussi, on n'a pas de nouvelles. Enfin, bon. La Rousse flamboyante, bah, pas de nouvelles non plus, la Rousse flamboyante. Hein. Qu'est-ce qu'elle devient? Qui anime 2 émissions sur Nado Odni, le mercredi après-midi, une pour les bambins et une pour papa et maman. Dominique Paladardouin, une galériste qu'on adorait, et qui, bon, ben, elle aussi, comme Odon, comme Humbert, elle a pris le chemin de la route de l'au-delà, voilà. Et on la pleure et on la chérit, ainsi que sa maman. Sa maman, la maman de Paul Cardouin, c'est Thérèse Franco. Thérèse Franco, pardon. Marie-Pierre, une collectionneuse d'amour, mais qui va se casser à Clermont-Ferrand, la pour l'idée de partir dans ces bleds là, enfin bref. Marie Degnaud, une galériste chérie aussi, qui anime la galerie Kaléidoscope. Antoine Manoury, des Champignons, un petit trio de musicos pas triste, et peut-être ma camarade Pacho. Anna Sinoraska, une peintre polonaise qui déménage. Alors, je veux dire, son travail, hein, c'est pas de la dentelle. Hein. Et mon pote Jacques Duchemin, Loulet, et tous ceux qui n'y sont pas, du monde, minus du monde. L'émission est à l'écoute sur le blog arracaille.fr et on se finit avec Mélisse Mel et sa chanson Faut vivre. Salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut pardir et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si
petit peu parfois, remue encore comme un vieux rêve qui agonise. Faut vivre, malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise. Faut vivre, malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir. Faut vivre, malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre, malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre, faut vivre, faut vivre, faut vivre. Faut vivre.